histogramme ou une loi normale, en fait, on va avoir... en fait, l'idée, c'est de représenter mathématiquement un certain nombre de valeurs qui ont été mesurées sur un procédé. Donc, c'est un rappel, normalement, vous devez connaître. Vous avez, sur l'axe des abscisses, ici, ce qu'on appelle les valeurs observées. Et là, ici, sur l'axe des ordonnées, c'est quoi? Vous vous rappelez ou pas? Pour faire une loi normale. C'est la probabilité? Voilà. C'est la probabilité ou la fréquence d'apparition. Moi, j'aime bien le terme fréquence d'apparition parce que... Donc, en fait, c'est le nombre de fois que va apparaître une valeur. On va compter combien de fois on va avoir une valeur. D'accord? Et donc, on va avoir une quantité, donc des... moi, je dis ça, c'est des paniers. Bon, on appelle ça des classes. Hein. Et ces classes vont être encadrées par quoi? Ici, c'est quoi? Là, je vais avoir quelle valeur et là, je vais avoir quelle valeur? Valeur minimum, valeur Voilà. maximum. Là, on va avoir la valeur mini, la valeur max. D'accord? Ok. Donc, du coup, bah, bon, là, cet élément-là. Donc, du coup, sa distance, c'est quoi? L'étendue, non? Voilà, c'est l'étendue. Donc, du coup, on va venir, et c'est ce qu'on appelle, alors, l'étendue, puis après on va mettre 6 sigma. Tout ça, c'est la variabilité. Quand on parle de variabilité du système, c'est cette étendue. Alors, pourquoi je mets étendue et 6 sigma? Parce que le problème de l'étendue, l'inconvénient, c'est que c'est la valeur max moins la valeur min. Mais si j'ai des erreurs de mesure, ce qui peut arriver, hein, j'ai une erreur de mesure, ben, je vais avoir tout d'un coup une valeur qui va soit être très petite, soit très grande. Et donc, du coup, si je prends l'étendue, ça ne va pas forcément être représentatif. C'est pour ça que quand on prend le 6 sigma, ça représente 99,98% des valeurs. Et ça va être plus représentatif que mon étendue. Et donc, c'est ce qu'on appelle la variabilité. La variabilité, c'est le fait que je vais avoir une variabilité dans la redondance de mes valeurs que je crée au fur et à mesure de mon procédé. Et donc, du coup, là, j'ai ma loi normale, qui est pas trop centrée, hein, pour être tout à fait honnête. Et je vais avoir ici, au milieu, alors au milieu, bon, même si c'est pas tout à fait au milieu, c'est ma valeur quoi, là, qui veut être au milieu? Qui est au milieu de mon étendue, c'est la valeur quoi? Moyenne. C'est la valeur moyenne. Je rappelle la valeur moyenne qui est aussi appelée l'espérance mathématique. D'accord? C'est ce vers quoi on va tendre. Et il faut que cette valeur moyenne, eh bien, soit centrée le plus possible sur ma valeur cible. Donc, je vais mettre égale cible. Donc ça, on est bien d'accord, c'est en théorie. La cible étant mon objectif. De toute façon, je le redirai après. Cible égale objectif, qui est exigence client. D'accord? Et donc, il va falloir que ma valeur moyenne soit le plus possible égale à ma valeur cible. D'accord? Donc, si vous avez compris mon petit schéma, vous avez tout compris au concept de maîtrise statique des procédés. En fait, tous les petits éléments qu'on a là, après, on va les représenter au fur et à mesure du temps, qui vont devenir des points et que l'on va venir contrôler par rapport à une caractéristique. Et on va faire en sorte que cette caractéristique soit le plus proche possible de la cible. Et dès qu'elle va bouger, eh bien, on va avoir un impact soit sur l'étendue, soit sur le 6 sigma, de façon à pouvoir le maîtriser.
Et du coup, derrière, on verra après comment on fait la capabilité. Alors, juste pour vous rappeler pour l'histogramme, hein, on a des classes. On va devoir calculer ce qu'on appelle des largeurs de classe. D'accord. Et à partir de là, alors je vous montrerai sur Excel comment on fait, il va falloir qu'on compte le nombre de valeurs qu'on va avoir dans chacune des classes. D'accord. Par rapport à un échantillon. Et ensuite, on va voir si j'ai bien une loi normale. Donc nous, on va tracer l'histogramme, on va tracer également la loi normale. Et après, on va utiliser un autre outil que moi j'aime bien, qui est la droite d'Henry. Qu'on va voir. En fait, la droite d'Henry, c'est quoi? C'est au lieu d'avoir une courbe en cloche, mais en fait, je vais utiliser une propriété de la loi normale qui s'appelle le normite, qui est un peu l'inverse de la loi normale, et en fait, qui va me permettre de transformer cette courbe en cloche en une droite. C'est pour ça qu'on appelle ça droite d'Henry. Et donc, si mes points forment une droite, je pourrais dire que mon procédé suit une loi normale. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on va faire maintenant, à travers les exercices, pour vérifier cet élément-là. Alors, pourquoi on veut que notre procédé suit une loi normale? Eh bien, parce que, d'une part, c'est le phénomène qu'on retrouve le plus dans la vie de tous les jours. Et c'est surtout qu'on s'est aperçu que, grâce à la loi normale, on va pouvoir faire de l'assemblage. Je rappelle que quand vous fabriquez, par exemple, des vis, quand vous fabriquez, souvent les pièces vont s'assembler les unes aux autres. Et le fait de suivre une loi normale, on va avoir statistiquement presque 100% de nos pièces qui vont pouvoir s'assembler les unes par rapport aux autres. Alors que si j'ai d'autres lois de répartition, on risque de se retrouver à avoir des pièces qui ne peuvent pas s'assembler avec les autres. Je vous donne un exemple. Quand vous achetez une roue de voiture, si vous prenez la roue et que vous la mettez sur votre voiture, vous arrivez à la monter. Vous n'en prenez pas une, vous essayez, vous dites ah non là ça marche pas, c'est ce qu'on appelle de l'appareillage, c'est-à-dire j'essaie, ah non ça marche pas, j'en mets une autre, etc. etc. Et pourquoi? Parce que justement, en maîtrisant les différents procédés, on a cette capacité à ce que, en gros, n'importe quelle pièce produite puisse être assemblée avec les autres pièces. Et c'est une des propriétés de la loi normale. Ok? Alors, on va passer à l'exercice. Alors, pour démarrer, donc vous avez à votre disposition, donc sur je reviens ici. Donc, vous avez exercice statistique. Donc, vous ouvrez le fichier. Là, monsieur, on va le faire avec vous, du coup? Ouais, alors, ce qu'on fait, c'est que l'exercice, l'idée, c'est que vous le fassiez en même temps que moi. D'accord? Donc, moi, je vais essayer d'aller à votre allure. Donc, il ne faut pas hésiter de me dire, monsieur, là, vous allez trop vite, etc. etc. D'accord? D'accord? Donc, l'idée, c'est que vous le fassiez en même temps que moi. Ok, donc il faut ouvrir le premier fichier. Là. Voilà, vous ouvrez le premier fichier. Et en fait, la méthode que l'on va voir, en fait, vous allez devoir ensuite... Donc là, ce matin, normalement, on va voir... on va peut-être démarrer peut-être l'exercice après, je sais pas, on verra comment on avance. En fait, la méthode que l'on va voir pour faire la droite d'Henry, les histogrammes, etc., il va falloir que vous la refassiez pour l'exercice suivant et puis pour l'étude de cas. Donc vous allez le faire une fois, puis une deuxième fois, et puis une troisième fois. Mais l'idée, c'est que vous construisiez un fichier Excel, je vous le montrerai après, que vous construisiez un fichier Excel dans lequel on a juste à injecter des données par la suite, de façon à ce que le fichier en lui-même fasse automatiquement les analyses. D'accord? Donc l'objectif, c'est que vous le fassiez parce que comme on utilise Excel et pas un logiciel où je vais programmer, etc., c'est important que vous le fassiez parce que, c'est ce que je dis souvent, le fichier Excel, il n'y a que celui qui l'a fait qui est capable de comprendre comment il est fait.
D'accord? Donc, c'est ça qui est important. Alors, donc je vous ai mis le fichier Excel. Il y a 5 exercices. D'accord? En fait, les 5 exercices, c'est quoi? C'est 5 données différentes. C'est d'appliquer la même méthode et de regarder qu'est-ce que ça donne de façon à ce qu'on puisse en discuter. Donc, je reviens sur mon truc. Je vous ai mis aussi bon, on va le faire ensemble, une fiche méthode droite d'Henry. Donc, c'est un document qui vous explique, alors je vais le résumer rapidement. En fait, on va utiliser une propriété de la loi normale qui s'appelle le normit de x. En fait, le normit, vous le verrez quand on va renseigner la formule, c'est la loi inverse de la loi normale. Et en fait, ça a une propriété la propriété fait que le nuage de points, au lieu d'être en cloche, se transforme en une droite. D'accord? Et c'est lié à une particularité, c'est-à-dire qu'on va calculer ce qu'on appelle l'effectif cumulé pour chaque échantillon, et à partir de là, on va calculer ce normide-là. Donc là, vous avez l'explication, et ici, vous avez la construction avec Excel, en vous disant, voilà, les 4 étapes. D'abord, on va calculer ce qu'on appelle l'effectif cumulé, qui est en fait la position, on utilise la formule Durand, c'est-à-dire quelle est la position de la valeur observée par rapport à mon effectif. Après, on va calculer la fréquence cumulée, donc c'est-à-dire à quel endroit apparaît ma valeur de mon échantillon. Et puis, on va calculer le normit, qui est avec la fonction de la loi normale standard inverse, qui va nous permettre de calculer cette valeur-là. D'accord? Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir tracer la loi normale. Ensuite, on devra faire... Donc, moi, je vous propose qu'on démarre par faire la droite d'Henry. Et après, on va faire les histogrammes. Ok? Donc, du coup, au final, vous devez vous retrouver. Correction exercice statistique. En fait, à chaque fois, on va se retrouver avec... Alors, là, j'ai pris le nuage de points. Donc, qui est juste le graphique. Bon, voilà, je prends le nuage de points. La loi normale, l'histogramme et la droite d'Henry. D'accord? Donc, à chaque fois, on va avoir 4 graphiques. Alors, grâce à l'outil capture, je vais capturer le document d'aide et je vais venir les coller dans mon fichier Excel de façon à ce que je puisse avoir les documents d'aide. Et hop, je viens. Vous voyez? Comme ça, du coup, vous avez dans le fichier Excel, vous avez votre aide qui peut truquer. Et il y a voilà, le calcul du normite après qui est là. Voilà, je prends ça, tac. Et je mets la deuxième qui est là. Comme ça, du coup, j'ai tout. Donc, à la fonction rang. Alors, n'hésitez pas à prendre la... En fait, alors, juste pour vous dire, là, quand vous avez point d'exclamation, c'est les anciennes formules. Bon, je prends celle-là parce que du coup, ça change. Bon, bref, donc vous prenez rang et puis... voilà, parce que c'est des versions et je ne sais pas exactement quelle est la fonction qui correspond pile à rang. Grand nombre, référence. Voilà. Là, vous prenez rang. Alors, le nombre, eh bien, en fait, c'est la valeur observée. D'accord?
À 3. Voilà, à 3. Vous allez prendre de toutes les valeurs. En fait, on me calcule la position. Ah, ok. En fait, c'est la position de 45,1 dans toutes les valeurs. D'accord? Et point virgule. Et là, vous allez mettre croissant, donc vrai. Sinon c'est décompté dans l'autre sens. Et après, vous avez juste à glisser. Alors là, faites attention, je me suis trompé dans la formule. Il faut mettre des dollars. Il faut que les références soient bloquées. Sinon, il va y avoir un décalage. Alors, je précise que pour bloquer, hein, vous pouvez utiliser la touche F4 qui vous permet de mettre le dollar. Parce que le dollar, c'est un peu la galère. Je crois que c'est Alt GR. Non, pas Alt GR, c'est Alt. Bon, bref. Si vous utilisez F4, l'avantage, c'est qu'en appuyant sur F4, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais à l'écran, vous avez toutes les valeurs. OK? Et là, je fais OK. Et puis, du coup, après, je clique 2 fois et j'ai toutes les valeurs. On va maintenant saisir la fréquence cumulée, comme indiqué sur le document. Normite, c'est tout simplement. Monsieur, Oui. excusez-moi, pourquoi la fréquence cumulée, on a juste plus 1? C'est pour que le normite, c'est ce qui est écrit là, hein, en pratique, en fait, on augmente l'effectif total d'une unité pour que le normite puisse être calculé, pour qu'il puisse tenir compte de toutes les valeurs. Sinon, il va pas. C'est pour qu'on puisse calculer le normite, quoi. Donc là, égal. Alors là, pareil, les non normales, il y en a un paquet. Donc vous prenez loi normale inverse. Alors, non, c'est loi normale standard. Parce que l'autre. Standard inverse. Là, normalement, c'est. Donc une fois qu'on a calculé le normite, on va dessiner le graphique. Alors, vous me dites si je vais un peu trop vite. Monsieur, vous pouvez juste revenir en arrière Sur le normite? Non, mais même à la fréquence. En fait, avec un écran, j'arrive pas à faire les deux. Est-ce que vous avez fait comme moi les captures d'écran pour avoir la fiche méthode là? Non, pas encore. Vous l'avez pas fait? Mais Alors, pour le faire, hein, je rappelle, vous avez un outil qui s'appelle, que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Capture. D'accord? Qui est ça. Du coup, après, vous faites capture et vous collez l'image. Comme ça, du coup, vous voyez, vous faites comme moi, comme ça, vous avez la doc qui est à côté, quoi. Et comme ça, on suit la doc. non, mais oui, oui, je l'avais pris en photo de toute façon, mais même juste le temps de remplir. Oui, non, mais on n'est pas pressé, hein, j'attends. Alors, pour ceux qui iraient plus vite, là, il faut que vous traciez le graphique du normite de X. Monsieur, Oui. est-ce qu'on peut restreindre la plage de données justement à partir de 30 pour avoir un graphique qui prend l'écran? Parce qu'en traçant la normite, du coup, la droite, elle est à droite. Enfin, elle Alors, est décalée. on va le voir après. Oui, Ok. alors on va voir après. Essayez de réfléchir pourquoi c'est décalé, etc. Et de voir comment sur Excel on va pouvoir changer le paramètre. Mais oui, effectivement. Alors, si vous avez fait le graphique, très bien. Une fois que vous avez fait le graphique, vous essayez de faire l'histogramme. Alors, pour faire l'histogramme, je vous ai fait un tableau, enfin, deux tableaux.
où en fait, valeur max, valeur min, l'étendue, le nombre de valeurs, déterminer le nombre de classes, etc., etc. Vous pouvez vous aider, et j'y reviendrai après, du cours, où je rappelle les étapes de construction d'un histogramme. D'accord? Donc, pour ceux qui avancent un peu plus rapidement, ben, je vous laisse démarrer, et puis après les autres, j'attends un petit peu pour répondre aux questions. D'accord? Et puis, vous pouvez aussi faire ben, le premier, qui est tout simple, hein, Oui. qui est, je fais insertion, un graphique, un nuage de points, et je veux pas ça. Modifier le type de graphique, non. Sélectionner les données. Ajouter un Y. Et pourquoi il me permet pas? Ah voilà. Bon, je sais pas pourquoi ça marchait pas. Voilà, là j'ai juste représenté. Ça c'est le nuage de points. D'accord, tout simplement, qui sont toutes les valeurs. Alors si vous voulez le recentrer, en fait, là vous voyez, si vous avez une partie là qui ne va pas, vous cliquez 2 fois. Et c'est là où vous allez dire, ben, je veux que, le plus bas c'est 30, limite, ben, je vais mettre 30. Et là du coup, voilà, c'est un peu mieux. Donc on va prendre l'outil, ben, la même chose, hein, l'outil graphique, donc je fais insertion, nuage de points XY, donc pareil, moi il m'embête, il me demande toujours le truc, bon c'est pas grave. Sélectionner les données, donc je supprime, ajouter. Donc là, je vais dire que c'est le normite de X. Mes valeurs en X, ben en fait, c'est mes valeurs observées. Et mes valeurs en Y, c'est mon normite. OK. Et là, je fais OK. Donc, j'ai un peu le même problème que tout à l'heure. C'est-à-dire que, comme disait votre camarade, c'est pas centré. Donc, en fait, je clique 2 fois sur l'axe des ordonnées. Et là, ben, je vais mettre 30 pour la valeur mini. 30. Voilà, ou même 35, allez hop. Voilà. Courbe tendance, vous voyez, là je vais dans création de graphique, courbe tendance, et je peux tracer la droite de régression linéaire, c'est-à-dire la droite qui passe par le point médian de chaque point. D'accord? Et du coup, après, en cliquant sur cette droite, vous voyez, je reclique sur la droite, je peux venir afficher l'équation du graphique et afficher le coefficient. Alors, ça a quoi comme importance? C'est que ça vous donne une indication sur l'efficacité du fait que ça soit la loi normale ou pas, c'est-à-dire que plus la valeur de R se rapproche de 1, plus mon nuage de points est une droite. Voilà. Donc là, on voit qu'ici, eh bien, effectivement, ça ressemble à une droite. Donc, vous avez un tableau là, détermination de classe, avec, première étape, il faut trouver la valeur max et la valeur mini. Donc c'est le schéma que je vous ai fait tout à l'heure, vous savez, pour l'étendue, etc. Donc, la valeur max, si vous cliquez à l'intérieur de la valeur max, qu'est-ce que vous voyez? C'est la valeur max, c'est-à-dire la formule max de toutes les valeurs. Pour calculer la valeur min, comment vous allez faire? On fait pareil, on fait min de toutes les valeurs. Voilà, min et de toutes les valeurs. Alors, égale min de toutes les valeurs. Alors, moi, je le fais en même temps que vous sur mon document, comme ça. Donc, vous trouvez 39,1. OK. Donc, maintenant, là, juste, il faut vous mettre égal et vous mettez la valeur max. Donc, c'est égal, en fait. C'est égal, voilà. D53. Alors, si possible, essayez de lier avec les bonnes cellules parce que du coup,
coup, quand Ah, vous allez réutiliser ces tableaux-là, en mettant d'autres valeurs, ça va se faire automatiquement. Donc, l'autre valeur min, c'est égal G53. D'accord? Donc, la différence, bon, ben, c'est égal la valeur maxi moins la valeur min. Ok, donc ça fait 22,8. Alors, comment on fait? Puisque, en fait, la détermination du nombre de classes, c'est racine carrée du nombre de valeurs. Donc, quelle est la formule pour trouver le nombre de valeurs? Vous savez? C'est NB. Le nombre de Voilà, c'est NB val. Donc, vous faites égal, dans le petit n, égal NB. Et je reprends de la... Voilà, tout à fait. Ok. Égal NB, toutes les valeurs. Le nombre de classes, donc je vous ai dit, c'est égal à la racine carrée, égale à la racine carrée, donc vous faites racine. Vous mettiez d'abord arrondi sup, Ok. arrondi sup, donc à l'intérieur, alors non, là vous ne l'avez pas fait dans le bon sens, c'est arrondi sup de la racine. D'abord j'écris arrondi sup, parenthèse, racine du nombre, donc qui est F60. Je ferme la parenthèse, et point virgule, et je vais mettre que je veux 0 chiffre après la virgule. Et je valide, et ça me fait 7. La largeur de la classe, donc on vous dit que c'est l'étendue sur le nombre de classes, donc égal étendue divisé par le nombre de classes. Et je trouve un truc qui fait 3, 25, etc. D'accord? Donc, on va arrondir. Donc, ce que je vous disais, ben là, je fais arrondi. Oula. Arrondi. Égal. Arrondi. Alors, je vais prendre l'arrondi sup de cette valeur-là, et je mets point virgule, un chiffre. Alors après, je me suis trompé de case. Ce qui compte, c'est que votre choix vous donne satisfaction. Donc, tout à l'heure, vous m'avez dit 2 chiffres après la virgule. Si vous le faites, c'est pas, ça me dérangera pas. Par contre, il faudra que quand même que la valeur, la limite inférieure de la première classe et la limite supérieure contiennent toutes les valeurs. D'accord? Alors, pour déterminer l'histogramme, je vous rappelle, l'histogramme, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des classes, vous avez ici la première classe, et la première classe, elle a, je vais changer de couleur, elle a une limite inférieure. Voilà, sur la première classe, j'ai ici là, ici, mon dessin il est un peu... Voilà. Limite inférieure, et j'ai ici une limite supérieure. Et bien évidemment, à chaque classe, je vais avoir la même chose. Donc là, c'est ce qu'on essaie de... C'est ce qu'on va déterminer. Et on démarre par la première classe. D'accord? La première classe qui est ici. Ok? Donc,
la limite inférieure de la première classe va être égale à... Ça va être égal à la valeur mini de l'échantillon. Mais si vous me dites, bon, la valeur min et la valeur centrale de ma première classe, c'est bon aussi. La limite supérieure va être égale à combien? Est égale à quoi? C'est la limite inférieure plus la largeur de classe. Donc la limite inférieure plus la largeur de classe. Alors bien sûr, pas la largeur de classe théorique, hein, la largeur de classe arrondie. Donc 42,4. Et alors le centre, ça va être quoi d'après vous? C'est égal à la moyenne donc, des deux valeurs, limite supérieure et inférieure. Alors du coup, nous avons déterminé la première classe, donc ici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va déterminer les autres classes. Alors pour ce faire, sur Excel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tableau dans lequel il va y avoir donc, le numéro de classe. Donc, dans notre cas, on va démarrer par la première classe, puis la deuxième, et puis après jusqu'au nombre de classes que l'on va avoir. À chaque classe, on va déterminer la limite inférieure et la limite supérieure. Donc la limite inférieure de la... Enfin la limite inférieure pardon, de la première classe, c'est ce qu'on a calculé avant. D'accord? Donc c'est de mémoire c'est 39,1. Et la limite supérieure c'est 42,4. Qu'on reprend des calculs qu'on a fait. Et ici, j'ai oublié, on va mettre les quantités de valeurs, c'est-à-dire les quantités de valeurs qui sont comprises entre 39,1 inclus et 42,4 exclus. Donc là, limite inférieure inclus, et là, exclu. À partir de là, la deuxième classe, ça va être 42,4 inclus, et on rajoute la valeur dans notre cas qui était de 3,3 je crois, donc plus 3,3 et donc ça fait 45,7 et exclu. Et on fait pareil pour chaque classe et puis ensuite on va venir ici mettre une formule qui va calculer automatiquement les valeurs qui sont comprises entre 39,1 et 42,4. On va passer maintenant à l'application informatique. Donc, le centre de la classe, il est égal à le centre de la classe qu'on a défini. Là, en fait, on ne s'embête pas, hein, on réécrit les égale limite inférieure et égale limite supérieure. Donc, voilà, là on incrémente. Bon, même si j'arrive à 10, peu importe. Bon, nous, on va s'arrêter à 7. Bon, je vais l'arrêter là. Donc, la limite supérieure, la limite inférieure de la classe 2 va être égale à quoi? La limite inférieure de la classe 2 va être égale à quoi? C'est ce que j'ai dessiné. C'est la limite supérieure de la classe 1. Voilà, tout à fait. Donc, est égal à la limite supérieure de la classe 1. Voilà. Donc, après, j'ai juste à tirer. Donc là, il me met 0 parce qu'il n'y a rien. Et du coup, la limite supérieure de la classe 2, c'est égal à, comme tout à l'heure, la limite inférieure plus la largeur de classe. Faites attention, mettez bien $ pour le bloquer. Et voilà. D'accord? Là, pour la moyenne, c'est égal, on va faire en moyenne
2. Pour le centre de la classe, c'est la moyenne de la limite inférieure à la limite supérieure. Et je clique tout en haut. Alors, Monsieur, je vais oui. juste refaire pour la classe numéro 2, s'il vous plaît. Eh bien, alors, pour la classe numéro 2, donc je répète, la limite inférieure est égale, donc là c'est égal à 42,4. Et là, la limite supérieure, c'est égal à la limite inférieure plus la largeur de classe. Mais juste, monsieur, j'ai pas réussi, enfin, comme d'habitude, désolée, à suivre les formules dans la première ligne que vous avez marquées, vous les avez juste récupérées en mettant égal la case ou Ouais, vous avez c'est ça. remarqué la formule? Oui, oui, égal, j'ai dit égal, je récupère. Là, c'est juste je récupère les données, quoi. Ok, et du coup, c'est que à partir de la ligne 2 qu'on écrit la formule? Tout à fait, tout à fait. Ok. Alors, bon, voilà la formule que j'utilise pour faire le truc. Alors vous allez voir, c'est un peu galère. Là, je vous ai écrit là parce que ça peut vous aider. J'applique exactement ça. Donc, je refais, j'efface. Je sélectionne toutes les cases, cellules, dans lesquelles il va y avoir les effectifs qui vont se calculer. Donc voilà, je sélectionne tout ça. Ensuite, j'appuie sur F2. Alors, je crois que même si on n'appuie pas sur F2, ça peut le faire. Mais je vais tester. Donc là, vous faites égal fréquence. La fréquence, c'est que vous allez calculer combien de valeurs vont apparaître par rapport à une plage de données contenues dans la limite, dans les limites. Donc là, je fais fréquence. Tableau des données. Les tableaux des données, c'est celle-ci. D'accord ? Point virgule, qui est point virgule. Et la matrice classe, c'est juste la limite supérieure. Je ferme la parenthèse. Et ensuite, je fais CTRL plus maj plus entrée. C'est-à-dire, j'appuie sur CTRL, je laisse mon doigt appuyer sur CTRL, maj qui est la barre du haut, la flèche qui va vers le haut, et puis entrée. Et ça va me calculer les effectifs. Et ici en bas, je fais le total. Je vérifie. On arrive à 38 et on a bien 38 effectifs. Donc c'est bon. Donc là, vous allez dans Insertion, histogramme. Alors on verra après qu'il y a un histogramme histogramme. Mais je suis en train de poser la question si c'est le bon. Sélectionner les données. Ajouter. Valeur de la série. Et ça marche pas. Ok. Alors, je sais pourquoi ça marche pas. Alors je reprends, je m'excuse. Insertion. C'est histogramme, pas celui-ci, on le verra après. Ça, c'est un graphique statistique, c'est ce qui nous donne l'histogramme et on le verra après. Donc, histogramme 2D, vous prenez. Je m'excuse, je me suis trompé. Histogramme 2D, sélectionnez les données, ajoutez, nom de la série, bon, vous mettez histogramme, voilà, on fait ça, histogramme. Valeur de la série, tac, et vous prenez les éléments, et j'ai mon histogramme. Juste, je vais vous montrer, on va voir ce que ça va donner. Parce que, alors je ne sais pas sur Apple, vous l'avez la fonction, je ne sais pas quelle version d'Excel vous avez, donc je ne sais pas. C'est le... En fait, là, on a Office 365. Donc ah oui, donc normalement c'est bon.
Donc là, vous avez une autre fonction qui s'appelle insérer un graphique statistique. Parce que moi, en fait, je le fais directement, hein, mais du coup, Oui, c'est ça mais, le. non, mais vous êtes passé, vous avez sélectionné ça, et puis vous avez fait histogramme. Ouais, Voilà. Mais comme je vous dis, vous avez moi dit. je pense que c'est pas la bonne méthode parce que Oui. vous comprenez pas comment Excel le fait, quoi. C'est-à-dire que si demain il faut modifier des données, vous n'allez pas savoir où les trouver, quoi. C'est ça ce que je veux dire. C'est pour ça que moi Oui, je oui. préfère passer par un truc blanc. Alors, Oui. maintenant, je vais vous montrer, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, enfin. Et on va voir les différences. Vous avez, pour l'instant, vous ne faites que regarder. Vous avez ici, dans les choix d'Excel, vous avez un nouveau truc qui date depuis 3-4 ans, je crois, ou un peu moins. D'accord. Un truc qu'ils ont fait, insérer un graphique statistique. Donc, Oui. vous allez là. Et là, contrairement, je vais sélectionner les données, mais les données de ma série, alors celle-là je la supprime, de toutes mes valeurs observées. Parce que lui, il va faire automatiquement l'histogramme. Donc vous voyez, je sélectionne tout, et je fais OK. Et je fais OK. Et voilà ce qu'il me fait. Vous voyez le truc? Mhm. Il me fait une classe, je ne sais pas si vous voyez, une classe, dans laquelle il me met toutes les valeurs. Bon, donc vous voyez la performance de... Alors on verra que dans les autres exemples, quand il y a beaucoup plus de valeurs, il vous fait un histogramme. Mais bon, voilà, là c'est pas top, quoi. Voilà. Donc du coup là, ça n'a pas d'intérêt d'utiliser l'applicatif. Bon voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'était juste pour vous montrer que Excel, des fois, ça marche pas. Ça marche pas très bien. Alors, on a fait les valeurs observées, on a fait le normite. Est-ce que c'est bon là pour tout le monde? D'accord. Alors maintenant, on va Sinon, faire la loi normale. Alors la loi normale, qu'est-ce que c'est? Donc là, on va venir ici. Vous allez écrire loi normale. Merde, loi normale. On va calculer la probabilité instantanée de chacun des points. Donc pour ce faire, on va utiliser la fonction tout simplement loi normale. Donc égale loi point normal. Ici. Et on vous dit, pour la loi normale, il faut x, on les a. L'espérance c'est quoi? c'est la moyenne. C'est la moyenne. Et il faut l'écart type. Alors ce qu'on va faire, c'est que avant, on va dire la moyenne. Et l'écart type. Ok? Donc, pour calculer la moyenne, bon, ça c'est simple. Hein? Égale moyenne. Ok, il manque... Donc, la moyenne... Où est passée ma souris? La moyenne de toutes mes valeurs. D'accord? Fermez la parenthèse. Pour l'écart type, vous faites écart type égale écart type de tous les noms. Ok? C'est bon jusque-là? Oui.
on trace la loi normale. Donc, loi normale. Donc, de la valeur, qui est ici, donc de x, et point virgule de la moyenne avec $. Alors après, je vais vous montrer une autre façon de faire. Fn, non, F4. Voilà. Point virgule, écart type, et point virgule, et il faut mettre faux parce qu'elle n'est pas cumulative. Cumulative, donc égal. Parce que cumulative, ça veut dire qu'on va rajouter les données. Égal. Loi normale. De la valeur, point virgule, de l'espérance, point virgule, de l'écart type, point virgule, faux. Je ferme la parenthèse et j'oublie pas de mettre les dollars parce que dollar là et dollar là. Sinon ça va pas le faire. Et là du coup, je duplique. Bon, je vais pas le faire. Les éléments. Ok. Monsieur, Oui. pour tracer la courbe, c'est en nuage de points du coup? Alors ça va être un nuage de points effectivement, mais faites bien attention, c'est des nuages de points x, y, où il faut que vous ayez y, la probabilité instantanée, et en x, les valeurs observées. Ok, ok. Comprenez, parce que là, quand on fait là, la fréquence, elle est sur le y, ici, et les valeurs observées, c'est du x. Ok, ok. Avant de monter le graphique, je vais vous montrer une petite astuce que j'utilise beaucoup sur Excel, qui pour moi me facilite énormément la tâche. Alors, je vais vous montrer. Cette cellule s'appelle comment? Vous voyez la cellule où il y a la moyenne, elle s'appelle comment? Vous pouvez me dire? I3. I3. Mais la cellule, je peux la renommer. C'est-à-dire, je peux lui attribuer un autre nom. Donc, par exemple, je vais l'appeler tout simplement moyenne. Moyenne, exercice 1. Donc, je mets moyenne, exercice 1. Et je vais faire de même à côté. Donc, vous voyez, là, j'ai bien moyenne, exercice 1. Là, je vais mettre écart type. Je vais mettre un underscore, exercice 1. D'accord? Donc, en fait, ces cellules portent deux noms. Portent le nom I3, mais portent aussi le nom moyenne exercice 1 et écart type exercice 1. Alors, quel est l'intérêt? Si je refais la même chose sur la probabilité instantanée, en fait, j'ai plus qu'à écrire égal loi normale, pareil. Normale. Bon, ma valeur, elle bouge pas. Point virgule, je tape moyenne. Et alors là, vous voyez, moyenne exercice 1, ça apparaît. Point virgule, écart type apparaît aussi. Et je mets point virgule faux. Donc là, dans mon exemple, là, ce que je vous ai montré, en fait, ça m'évite de mettre les dollars et d'aller chercher la cellule. Ce qui va être intéressant, notamment pour de même, parce qu'on va appeler plusieurs fois la moyenne, etc. Et au lieu de s'embêter à aller cliquer sur la cellule, vous avez juste à écrire moyenne et aller chercher l'élément. Voilà, donc c'est juste pour... Et si vous voulez supprimer le nom, par exemple, donc, je sais pas moi, la moyenne, je me suis trompé, là j'aurais aimé mettre underscore. Donc normalement c'est dans... Voilà, formule, gestionnaire des noms. Et là, dans la gestionnaire des noms, j'ai mes deux noms. Donc, par exemple, celui-là, je veux le changer. Je veux l'appeler moyenne underscore. Ben, je le mets comme ça. Fermé. Et là, du coup,
Vous voyez, il a changé de nom. Dans la formule, ça a changé de nom, etc. Voilà, bon, c'est juste une... ça change rien, c'est juste que ça évite de mettre des dollars, d'aller chercher les cellules, etc. Donc là, je vais tracer le graphique, je pense que peut-être certains l'ont fait. Donc, pour le graphique, on fait dessin, nuage de points XY, là, tac. Donc il m'a sélectionné des choses, mais je les enlève. Je vais les envoyer. Je sais plus où c'est. Je supprime. Donc je vais ajouter le nom de la série. On va l'appeler loi normale. La valeur des X, donc c'est la valeur observée. Et les valeurs Y, c'est la probabilité instantanée. OK. Et là, je fais OK. Donc voilà ce que j'ai. Donc normal. Alors, question, est-ce que c'est une loi normale ou pas? Oui. Voilà, oui, c'est une loi normale. On voit que c'est centré. Alors, c'est centré effectivement sur une valeur qui est de la moyenne, 49, 88, 50. Alors après, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que cette valeur-là, 50, c'est l'objectif, la cible de mon process? Je fabrique soit une pièce, ou bon, là, on vous donne aucun contexte, c'est juste des données. Donc, on ne le sait pas, mais effectivement, c'est bien centré sur 50. Et là, ça dépend du client qui veut... Voilà, ça dépend du client, ça dépend de ce qu'on vous demande, quoi. Okay. Alors, petite question. Si je relie les points, mise en forme, non. Ça va peut-être faire n'importe quoi, il faut d'abord trier les valeurs dans l'ordre. Voilà, alors ça, justement, c'est le but, mais modifier. Donc, je vais prendre, relier les points, voilà ce que j'ai. Alors, vous m'avez devancé, ça fait n'importe quoi, parce que ça relie. Alors, pourquoi ça fait n'importe quoi? Pourquoi j'ai pas... Pourquoi je n'ai pas ma belle loi normale, comme on a vu là, avec le nuage de points? Pourquoi je ne l'ai pas et pourquoi j'ai c'est parce que sur l'axe d'abscisse, il faut trier les points par ordre croissant. Tout à fait. Parce que je vous rappelle que le principe de la loi normale que j'ai fait là, on part du principe que je vais ranger par ordre croissant du plus petit jusqu'au plus grand. D'accord? Là, il y a la valeur mine et ça va jusqu'à la plus petite à la plus grande valeur. Or, nous, on ne les a pas triés. Pourquoi? Parce que quand ils apparaissent, quand je les prélève, ben, ça apparaît aléatoirement, enfin, pseudo-aléatoirement, c'est-à-dire que ça arrive. Donc, si je prends, par exemple, je sélectionne tout ça, et que je vais lui dire, je fais un tri personnalisé, mais que de la colonne A, de la plus petite à la plus grande. Bon, bien sûr, il faut que je prenne d'en bas. Tri personnalisé, de la plus petite à la plus grande, de la colonne A. Et donc là, ben, vous voyez, j'ai bien tout qui est dans le bon ordre. Et ben, forcément, mes valeurs observées, là, ils changent puisque je les ai classées du plus petit au plus grand. Donc forcément que ça grandit. Donc là, vous avez les 4 éléments.